majesty of certainty to part the untaught curtains. David Hockney s'expose à l'Orangerie avec une fresque numérique librement inspirée de la tapisserie de Bayeux. Le Palais Galliera revient sur 300 ans d'histoire de la mode. Et puis le cinéaste américain Todd Haynes consacre son premier documentaire au Velvet Underground. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. Et on commence avec David Hockney qui expose une immense fresque numérique au musée de l'Orangerie à Paris. Le peintre britannique, l'un des artistes vivants les plus cotés au monde, a délaissé ses célèbres piscines californiennes pour rendre hommage aux paysages normands sur 90 mètres de long. Il y a 60 ans, le Britannique David Hockney découvrait la Californie et ses tableaux de piscine turquoise ont fait de lui le peintre pop le plus cher du monde. Mais récemment, il a changé de décor et trouvé refuge en France, tout près de Caen. Alors pourquoi David Hockney est-il passé des piscines turquoises californiennes aux paysages normands ? À Paris, le peintre anglais a eu un coup de cœur pour Monet et ses nymphéas, des nénuphars mythiques et une fresque spectaculaire de 80 mètres de long. Alors il a voulu faire pareil, une fresque ambitieuse, 90 mètres de long sur 1 mètre de haut. Et comme Monet avant lui, ce qui l'intéresse désormais, c'est son jardin de Normandie, qu'il a décliné selon la lumière et les 4 saisons. Le printemps, c'est incroyable. C'est la meilleure chose qui se produit dans la nature dans le nord de l'Europe. Depuis 3 ans, le peintre s'est réfugié ici, dans ce coin de Normandie discret, où il possède une grande maison à colombage et un immense verger à l'abri des regards. C'est son voisin et galériste qui l'a conseillé pour cet achat. Il a voulu un peu se mettre en retrait des lieux où il est très connu, Londres ou Los Angeles, qui sont les lieux où il habite, et où il est un peu constamment harcelé. En Normandie, Hockney a retrouvé la pluie, la sérénité et le rythme des saisons. Un cycle immuable retranscrit sur cette fresque. Une peinture créée sur tablette, puis imprimée sur papier. Depuis l'époque des piscines turquoises, Hockney, 84 ans, n'a rien perdu de ses talents de coloriste. Et ses couleurs éclatantes restent à jamais comme une fabuleuse signature. Le Palais Galliera revient sur 300 ans de mode, des tenues de cour du siècle des Lumières aux robes des défilés. La mode est un langage qui accompagne l'histoire et l'évolution de la société. Une rétrospective qui coïncide également avec les 100 ans du magazine Vogue Paris. Mounia Kassem et Jennifer Benbrahim s'y sont rendus pour nous. Si Paris est bel et bien la capitale de la mode, le Palais Galliera est le gardien de son histoire. Et c'est un voyage à travers le temps qu'il nous propose avec cette exposition. Les costumes sont ainsi les reflets de leurs époques, comme avec cette majestueuse tenue de cour créée en 1730, ou cette création avant-gardiste de la marque japonaise, comme des garçons. On avait vraiment cette idée d'être à la fois sur un parcours historique chronologique, donc on voulait montrer l'évolution de la mode à travers les différentes périodes, et on voulait également que certaines pièces répondent à cette interrogation autour d'histoire du musée. Créé à partir d'une vaste collection de costumes donnée à la ville de Paris en 1920 par l'artiste Maurice Leloir, le Palais Galliera s'est imposé au fil de ses acquisitions comme le premier musée de la mode du pays. On a évidemment des chefs-d'œuvre, des collections. Je pense aux chapeaux chaussures, je pense à la garde-robe de la comtesse Greffule, et des dons très récents qui sont présentés, qui datent de 2019, 2020. Et on a également des pièces qui n'ont jamais été montrées. Et le hasard fait bien les choses, car la présentation de cette collection coïncide avec le centenaire du magazine Vogue Paris. Pour fêter ça, le Palais Galliera offre un concentré des archives du plus ancien magazine de mode français encore publié. Photographies, illustrations, films, mais aussi certaines créations, comme cette robe signée Yves Saint Laurent. Vogue Paris est la Bible de la mode parisienne. C'est d'ailleurs le seul titre du groupe à porter le nom d'une ville et non celui d'un pays. Très tôt,
Dès 1920, au moment où le Vogue français est lancé, au début, c'est un petit peu la traduction du Vogue américain. Mais très vite, les équipes parisiennes ont eu envie d'affirmer la spécificité du Vogue, de montrer son autonomie. C'est Paris qui est au cœur, c'est la haute couture, c'est la mode, mais c'est aussi toute la culture, la vie parisienne. Plus de 1000 couvertures de Vogue Paris ornent les murs du Palais Galliera. Un magazine qui n'a eu de cesse d'innover et de se réinventer. Vogue aussi produit de plus en plus de contenus digitaux pour les réseaux sociaux, le site internet, des films. Et commencer l'exposition avec la première couverture de 1920 qui est un dessin, une gouache, une illustration. Et on termine l'exposition avec un film. Ça raconte vraiment toute cette évolution. La mode, actrice et témoin de son temps, c'est tout le message de ces deux expositions. Et je pense notamment aux accessoires de guerre, où on a des choses, ce turban en ficelle de Jeanne Lanvin, on a ces espadrilles tricolores qui sont quand même un témoignage fort d'un patriotisme pendant une période de guerre. Donc à travers ce qui peut sembler pour certains une discipline un petit peu légère et annexe finalement, on lit tellement de choses, tellement d'éléments importants. Des œuvres à découvrir au Palais Galliera, lieu de pèlerinage incontournable pour toute fashionista qui se respecte, en attendant la prochaine saison des défilés. Elle fait partie de ces chanteurs partis à 27 ans. Amy Winehouse est décédée trop jeune, en 2011. Plusieurs centaines d'objets lui ayant appartenu vont faire l'objet d'une vente aux enchères aux États-Unis les 6 et 7 novembre prochains. Des effets personnels ou des tenues de scène comme la robe qu'elle portait lors de son tout dernier concert. Les précisions de Serine Bay et Nicholas Freshworth. Elle était une icône de la soul, connue pour sa musique, ses frasques, mais aussi son style avec sa fameuse choucroute et ses robes moulantes. Amy Winehouse s'est éteinte en 2011. 10 ans plus tard, plus de 800 objets lui ayant appartenu vont être mis aux enchères. Sa garde-robe est évaluée à environ 2 millions de dollars. C'est la dernière robe qu'elle a portée à Belgrade durant la tournée d'été de 2011, juste avant son décès. Elle a été créée par son amie Naomi Parry. Elle est donc iconique et très convoitée. La maison Julien's Auctions estime qu'elle pourrait être vendue entre 15 000 et 20 000 dollars. Une somme reversée ensuite à la fondation Amy Winehouse qui soutient les jeunes adultes victimes d'addiction. La star britannique est décédée à l'âge de 27 ans d'une surdose d'alcool. Elle prenait parfois la parole pour évoquer ses addictions à la boisson et aux drogues. La maison d'enchères espère que ces ventes permettront de mettre en lumière un autre aspect de son talent. Il y a des fans, des musées, des collectionneurs dans le monde entier qui aimeraient posséder certains de ces objets, en prendre soin, les exposer dans des musées, maintenir en vie son héritage et sa mémoire. Parmi ces objets, ce sac à main en forme de cœur, ou encore ces lunettes roses, souvenir d'une vie extraordinaire. Todd Haynes consacre son premier documentaire au Velvet Underground, le sulfureux groupe new-yorkais qui a révolutionné la pop culture. Le film est un hommage au style du groupe, un objet cinématographique expérimental qui mêle archives, anecdotes et interviews des membres du groupe ou de ceux qui ont travaillé avec eux. Présenté à Cannes, le film avait conquis la croisette. Il est désormais disponible sur Apple TV+. Dans ce film, Todd Haynes revient notamment sur la figure de Lou Reed. Il était au micro d'Olivia Salazar-Winspire. Écoutez. C'était un gars dur. Et ça a toujours fait partie de la création artistique à différents niveaux. Ce sont des personnalités compliquées et à bien des égards, c'est difficile de séparer cet aspect du travail et de la complexité de ce qu'il a produit. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec Easy on Me d'Adèle, le premier titre inédit de la chanteuse britannique depuis son dernier album studio, c'était en 2015. Le single est extrait de son nouvel album 30, dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain. À très bientôt sur France 24.
you.